Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour assainir le sous-secteur primaire et secondaire de l'enseignement, il a été décidé en Conseil des ministres l'organisation d'une évaluation diagnostique à l'endroit des enseignants reversés en 2008. Prévue pour ce samedi 24 août 2019, cette évaluation contre vents et marées s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national. Mais lorsqu'on se souvient de toute cette vague, de tous ces débats suscités par cette évaluation, l'on est en mesure de dire, au vu des constats du samedi dernier, que les enseignants concernés et leurs organisations syndicales se sont fait beaucoup plus fait peur pour rien. Évaluation du 24 août 2019, plus de peur que de mal. C'est autour de ce thème aux allures affirmatives, mais plutôt exclamatives avec un petit penchant interrogatif que mes invités et moi discuterons. Merci de conforter vos positions pour l'émission Mercredi Politique de ce jour. Pour faire l'exercice, j'ai deux invités. Le premier, il est trésorier général de la Fédération des syndicats de l'éducation affilié à la CSA Bénin et membre du comité d'analyse et de recherche syndicale. Il a pris part à l'évaluation. Monsieur Vigile Maotimbassa, bonsoir. Bonsoir Monsieur Babatunde, bonsoir chers téléspectateurs. Le second, c'est un enseignant de français des lycées et collèges de Cotonou, Monsieur Setondi Olivier Nyansono. Bonsoir et bienvenue dans ce Bonsoir Dieudonné Baba Moussa. Nous parlons de l'évaluation des enseignants ACE qui a eu lieu samedi dernier et pour cela on va revoir l'ambiance qui a régné ce jour dans les différents centres de composition sillonnés par nos équipes de reportage. On va d'abord au nord du Bénin. Ces objets qui relèvent d'une pratique de charlatanisme retrouvée à proximité du collège d'enseignement général 1 de Djougou n'ont point ébranlé la détermination des enseignants à se soumettre à l'évaluation. Un contrôle de connaissances qui a démarré à 8h30 et qui a connu un fort taux de participation. Il y avait ceux qui étaient en vacances qui se sont retrouvés ici. Il y a des gens qui étaient omis. Il y a des gens qui ont oublié leur contrat à la maison. Donc, on est obligé de gérer au cas par cas. C'est ce qui a fait que nous avons fait le lancement à 8h30. Donc nous pensons que ceux qui sont dans la salle vont bien composer en sécurité, il n'y a pas de problème. Un peu plus tôt, au cours du lancement, le préfet a rappelé le bien fondé de l'évaluation et a appelé les enseignants présents à se concentrer pour réussir brillamment ce contrôle. Votre sécurité est garantie, donc vous n'avez pas de crainte en la matière. Réfléchissez et produisez le meilleur de vous-même. À Natitengou, tout s'est déroulé dans la quiétude. Les épreuves ont été lancées à l'heure et les enseignants attendus ont massivement répondu. Et ceux qui se sont présentés dans ce sens, je dois leur dire bravo parce que pour moi, c'est eux qui ont compris. Les enseignants qui ont décidé de boycotter l'évaluation subiront les rigueurs de la loi. Faut-il le rappeler, ceux qui auront à cette évaluation une moyenne supérieure ou égale à 10 vont passer du statut d'agent contractuel de l'État en fonctionnaire de l'État. Par contre, ceux qui seront en dessous de la moyenne vont être admis en formation. Au bout de 9 mois de formation, ils vont subir une seconde évaluation à l'issue de laquelle ceux qui vont franchir le seuil de la moyenne vont continuer dans leur contrat initial d'agent contractuel de l'État et ceux qui seront en dessous de la moyenne vont bénéficier d'une reconversion. Dans la Liborie, c'est à Kandi que s'est déroulée l'évaluation. Une évaluation avec des mesures sécuritaires conséquentes pour la quiétude des enseignants. Les responsables du centre ainsi que ceux de la préfecture ont relevé assez d'absence, chose qu'ils mettent sous le coup de la liberté des concernés. Mais comme chaque choix, ne pas répondre à une évaluation peut exposer à des risques. Je crois que nous sommes dans un état de droit et donc nous avons communiqué suffisamment autour de cette évaluation. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle des brebis galeuses. On voit la pertinence de la chose, on refuse de comprendre cette pertinence. Ceux qui ont composé, je crois que ils seront traités comme les textes le prévoient. Ceux qui ont boycotté, ils auront choisi. Et c'est comme ça que ça va se passer. Des absences signalées à Kandi pour le compte de la Liborie, mais comme en témoigne le parking, beaucoup d'attendus ont répondu au rendez-vous. À l'issue, sans incident, les responsables peuvent se féliciter et les regards sont tournés vers la délibération. Du nord, on vient vers le centre du Bénin pour faire le même exercice, le constat. Ils ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement. Ces enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ont planché ce samedi 24 août 2019 au CEG 1 Paubert sous le regard du ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, et des responsables en charge de l'éducation. À cette heure, les candidats étaient déjà pratiquement en place. Cette heure,
10, 15, tout était déjà en place. Les épreuves ont démarré à 8h30. Tous ceux qui étaient venus composer sont restés dans les salles et ils ont réellement composé. Et le centre du CGN a été sérieusement militarisé. Nous n'avons pas de perturbations. Pour les candidats, les épreuves étaient à leur portée. Ils se désolent du boycott de l'évaluation par certains de leurs collègues. Les épreuves sont abordables chez moi. Les épreuves sont très abordables à notre niveau. C'est compréhensible dans notre niveau. La composition a été facile, il n'y a pas de problème. Mille regrets à ceux qui ont boycotté parce que les épreuves sont très abordables. Pour qu'à l'avenir, ils n'ont qu'à tout faire pour ne plus décider de boycotter ces genres d'évaluation. La réussite de cette évaluation est un pari gagné pour tous, à en croire le ministre Salimane Karimou. Je suis heureux de constater que la nation a gagné. Je suis heureux de constater que nos enseignants, pour la grande majorité, ont gagné en maturité. Ils ont compris qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Que le Bénin, à défaut de recouvrer l'appellation post-coloniale de quartier latin de l'Afrique, que nous puissions travailler pour l'excellence. Les enseignants ayant obtenu les notes supérieures ou égales à 10 sur 20, après la phase de correction, seront admis dans le corps des agents permanents de l'État et les autres subiront après formation une deuxième évaluation. Nous sommes ici dans le département du Mono, précisément au collège d'enseignement général 1 de l'Okossa. Il s'agit de l'un des centres de composition retenus dans le Mono-Koufo au fin de l'évaluation diagnostique des enseignants agents contractuels de l'État promotion 2008. Que ce soit ceux de la maternelle, du primaire comme du secondaire, beaucoup d'enseignants étaient présents. Ici, nous avons les enseignants de la maternelle, nous avons les enseignants du primaire, nous avons quelques enseignants du secondaire également. Et c'est le reste des enseignants du secondaire qui se trouvent logés au niveau du CEG3 de l'Okossa. Donc, comme prévu par tout à l'heure, ça a bien démarré. Ça a bien démarré, il n'y a pas eu d'incident. Les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité, aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours. Les candidats attendus sont au nombre de 1216 au total. La première matière s'est déroulée de 8h à 10h. Pour le compte du primaire, c'est la pédagogie appliquée. Donc, les gens de la maternelle ont une seule matière à composer, donc ils ont fini, ils sont sortis déjà. Donc, les gens du primaire sont en train de poursuivre tout à l'heure avec la deuxième épreuve de la mathématique. Mais pour le secondaire, c'est une seule épreuve qui a démarré de 8h et qui a pris fin à 11h, selon la spécialité pour le secondaire. À leur sortie, quelques enseignants apprécient le contenu des épreuves, de même que l'organisation pratique. Par rapport à ma filière, j'ai composé dans une seule matière, et c'est l'histoire et la géographie. On a eu un sujet d'explication des tests en histoire et une dissertation en géographie. Non, il faut avouer qu'il y avait plus de peur que de mal. L'épreuve est à l'image de ce que nous avons l'habitude de donner à nos apprenants. Monsieur Debrouillet, j'espère vivement devenir fonctionnaire de l'État, comme les autorités l'ont promis. Tout est bien déroulé. On n'a pas vu de bruit dans l'établissement. Vous avez vu, tout est calme. Chacun, après la sortie, prend son chemin tranquillement. Les regards sont désormais tournés vers la suite, les résultats. À présent, venons dans le sud, précisément à Cotonou, au centre de composition du lycée Koulibaly, pour voir. Ça se passe très très bien comme vous le voyez. Le matin à 6h30, on a pris les commandes du centre. On a accueilli les enseignants qui devaient composer. À 8h30, on a lancé les situations d'évaluation et ils sont à la tâche actuellement. Non, pas d'incident majeur, tout est calme comme vous le constatez avec moi. Ça se passe très très bien. Et les enseignants sont en salle. Ils ont pris la mesure de l'enjeu. Ça se passe bien. Vous savez, dans le programme d'action du gouvernement, il est question d'améliorer le système éducatif béninois. Et améliorer le système éducatif béninois passe par l'amélioration de la qualité de l'enseignement apprentissage et évaluation dans ce pays-là. Donc cette activité s'inscrit dans cette logique-là. L'évaluation diagnostique des enseignants, c'est une chance pour eux. Et ce processus-là a plusieurs avantages. Le gouvernement a associé toutes les centrales syndicales. Et les centrales syndicales sont dans le processus du début jusqu'à la fin. Et mieux, le format des épreuves. Ça tient compte des matières enseignées par chaque enseignant. Si vous enseignez par exemple les mathématiques, en troisième, on vous donne l'épreuve de l'élève du troisième. Bon, la moyenne, et pour les prendre, c'est une moyenne supérieure ou égale à 10.
Et là, quand ils sont admis, de ce fait, ils deviennent automatiquement fonctionnaires de l'État. Alors, ceux qui ne seront pas admis, le gouvernement encore a prévu quelque chose. On les met dans des formations modulaires et au terme de ces formations, on reprend encore le test une seconde fois. Et ceux qui seront admis, on établit un contrat avec eux. Les autres seront réengagés dans d'autres corps de métier. Fidèles téléspectateurs, chers invités, c'est à dessein que nous avions rapidement fait le tour du Bénin, si je peux ainsi dire, pour nous assurer de l'effectivité, de la réalité de cette évaluation. Ma toute première question s'adresse à M. Bassa. Vous qui étiez dans la salle de composition ou dans une salle de composition, dites-nous un peu comment cela s'est déroulé. Non mais écoutez, ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. On était à l'heure à la composition, les preuves est arrivé, on a composé, c'est tout. C'est pas s'il y a de particulier, c'est vrai que au départ il y avait quelques collègues, quelques camarades qui ont voulu empêcher les amis, les anciens d'aller en salle de composition. Mais très tôt, lorsqu'ils ont compris que le message ne passait pas, la plupart étaient les premiers à aller s'asseoir calmement dans les salles, même avant nous autres qui étions allés directement. Donc, en tout cas, à ma connaissance, c'est où j'ai composé, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problème. Tout s'est très bien passé. Dans ma salle particulièrement, sur les 30 normalement inscrits, il y avait 5 absents. La salle d'à côté, sur les 30, il y avait 3 absents. Donc, la tendance était pareille. Dans mon centre de composition, tout s'est bien passé. Ok. Monsieur Ignacenou, le constat, on l'a vu, il est là, on l'a entendu, on a vu les taux de participation au plan national qui tournent autour de 75%. Et quelle analyse faites-vous de ces statistiques? Merci bien. Je voudrais d'abord remercier tous les enseignants qui ont accepté subir cette évaluation. Je voudrais préciser quelque chose ici. C'est d'abord un pari gagné pour le gouvernement. C'est clair, personne ne s'attendait à voir cette évaluation se dérouler de la sorte. D'abord, la mobilisation, la sensibilisation, les messages, les communiqués. Je pense que tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Il y a eu quelques ratés par endroit, mais on peut dire que le pari est gagné. Le pari est gagné. Vous êtes d'une centrale syndicale, vous êtes acteur ou militant d'un syndicat. On a entendu les syndicalistes appeler au boycott, certains appeler au boycott, pendant que d'autres demandaient à ce que les enseignants puissent aller se faire évaluer. Et arriver dans les centres de composition, on a vu la mobilisation. N'est-ce pas un désaveu des militants que les militants font à l'endroit de leur centrale? Monsieur le journaliste, je suppose que vous êtes journaliste d'investigation. Est-ce que depuis le 23 juillet, vous avez vu un papier signé d'un secrétaire général du syndicat qui a appelé au boycott? Ce n'est pas moi qui pose les questions, mais il n'y en a pas eu. Personne n'a pris le courage, personne n'a pris le risque de prendre une décision au nom de son syndicat signé d'un secrétaire général pour appeler au boycott. C'est pour vous dire que les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont appelé au boycott seulement sur les réseaux sociaux, sur quelques médias et lors de ce qu'ils appellent Assemblée Générale. Personne n'a pris ce risque de le signer parce qu'ils savent que c'est imprudent de conduire des collègues, des camarades à cette extrémité. Pour nous, ce n'est pas un désaveu au syndicat. Le Bénin comporte 7 centrales syndicales. Sur les 7, 6 ont appelé à les composer. Une seule n'a pas appelé parce que je n'ai pas vu à la date d'aujourd'hui et je demande aux journalistes de faire ces investigations s'il a vu un seul qui a pris une décision au nom d'un syndicat ou au nom d'une centrale appelant les camarades au boycott. Il n'y en a pas eu. Donc 6 centrales sur 7 ont appelé à la composition. La composition a eu lieu. Pour moi, c'est une étape d'un processus et nous continuons. Je ne sais pas ce que je vais dire à des aveux. Pour moi, il n'y a pas de triomphalisme, il n'y a pas de victoire d'un camp contre un camp. Nous sommes tous les mêmes. Et le devoir du responsable syndical que je suis, le devoir du responsable des travailleurs que je suis, est de tenir compte de chaque travailleur, de tout secteur
tous les travailleurs du Bénin, leur situation m'intéresse. Ceux qui ont composé, ça m'intéresse. Ceux qui n'ont pas composé, ça m'intéresse. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour que personne ne soit perdant dans cette situation. Oui, M. Yansounou, c'est vrai que vous n'êtes pas un syndicaliste, mais est-ce que cette façon de procéder, cette façon de se comporter de certaines centrales syndicales ne fragilise pas le secteur? Lorsqu'on sait qu'in fine, on va laisser les collègues aller composer, pourquoi au départ semer le doute ou le trouble dans leur tête et au dernier moment on leur demande de composer? Merci. Je crois que quand on a affaire aux adultes, il faut faire très attention. Les enseignants sont des personnes responsables et face au boycott, ils avaient le choix, soit aller composer ou ne pas aller composer. Je ne pense pas que l'appel des syndicats ait joué un rôle important. Le gouvernement a été clair, le communiqué a été clair. Je pense que ceux qui sont allés composer ont pris leurs responsabilités. Ils aiment leur métier, c'est pour ça qu'ils sont allés composer. Ceux qui ne sont pas allés, c'est aussi un choix, c'est de leur responsabilité. Et le moment opportun, ils vont assumer. Oui, à supposer que lorsque la décision a été prise de pouvoir évaluer cette promotion, que les syndicalistes se soient tus ou que dans l'unanimité que tous disent c'est une bonne chose, aller composer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on aurait près de 4000 sur le carreau? Oui, même si les syndicalistes appelaient... Parce qu'à un certain moment, ces personnes ont écouté une certaine parole. Non, je ne crois pas. Hein. Les enseignants, c'est des personnes averties, des gens qui réfléchissent. Et lorsque l'enjeu est de taille, je ne pense pas que les appels des uns et des autres puissent influencer. Les gens ont leur carrière en face. Le gouvernement a été clair. Ceux qui n'auraient pas composé auraient choisi de quitter la fonction publique. Alors, dans ce cas, les gens choisissent d'aller composer pour éviter peut-être tout désagrément après. Donc, l'appel des syndicats, bon, les 6 syndicats qui ont appelé à aller composer, même si l'appel a été tardif, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est d'ailleurs la voie de la sagesse. Parce que, lui le sait, la carrière d'un homme, les gens ont déjà des familles qu'ils nourrissent. Et d'un jour à l'autre, couper le salaire. Vous voyez un peu ce que cela peut donner. Parce qu'ils ne sont pas allés composer. Alors, enseignants, c'est des gens quand même qui évaluent aussi les apprenants. Et aujourd'hui, on les a appelés. Bon, c'est une bonne chose. Monsieur Bassa, c'est vrai qu'on ne va pas faire le débat de l'opportunité de cette évaluation ou non sur ce plateau. Il a déjà dépassé. La composition a eu déjà lieu, mais on entend dire pour certains qu'ils ont été trahis au dernier moment. Oui, ils ont été trahis. C'est vrai que je parle avec un pincement au cœur. Si je vous donne mon portable, nous recevons chaque jour des dizaines de messages pour demander qu'est-ce qu'on va faire. On les a suivis. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai qu'à un certain moment, beaucoup ont été trahis. Je vais le dire parce que, vous savez, vous m'avez présenté comme membre du comité d'analyse et de recherche syndicale. Cette situation, je vous le dis, est au laboratoire de ce comité. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde des travailleurs? Le mode de fonctionnement de certains syndicats est en train de montrer ses limites. Les mouvements de foule ne sont plus déterminants de la conscience populaire. Vous imaginez comment ça se fonctionne? Dans une localité où il y a 500 enseignants, 30 enseignants se retrouvent, ils disent qu'ils font agir. Vous savez avec moi, quand on dit Assemblée Générale, c'est une instance statutaire d'une organisation. Ce qu'ils appellent AG n'est organisé par aucun syndicat, par aucune fédération, par aucune centrale. Ils font ça 30 sur 500 et disent que tous les enseignants de cette localité ont pris la décision. Cette manière de fonctionner pose pour nous, moi, analyste syndical, un problème de légalité. Vous le concevez.
Ça pose un problème de légitimité. Ce qui est fait ne repose sur aucun test réglementaire. Ça pose un problème de sincérité. Mais les gens se font abuser. Ils vont à ces réunions populaires, qui est quand même importante. Aller à une réunion comme ça, normalement, c'est des instances où on fait des échanges, mais pas des échanges décisionnels pour des associations syndicales. On va prendre des décisions Il n'y a pas de décision. Pour l'avenir. Il n'y a pas de décision, car chaque syndicat a ses statuts et règlements. Et lorsqu'on dit Assemblée Générale, les membres participants de l'Assemblée Générale sont connus à l'avance. À la fin de l'Assemblée Générale, il y a un procès verbal signé par tous les participants. Mais lors de ces réunions populaires, il n'y a rien n'est défini, il n'y a rien. On dit oui, les enseignants ont pris la décision. Jour après jour, ils se rendent compte que les gens ne sont pas sincères avec eux. Je vous donne mon exemple là. Il y a des collègues qui vont chaque fois à ces assemblées générales, le matin et le soir, ils viennent ensemble, on fait des études, on prépare l'évaluation. Il y a des gens qui vont à ces assemblées générales et ils écrivent sur les réseaux sociaux, boycott ou rien, et mais en réalité, au moment ils préparent l'évaluation. Et mieux, ça peut être un boycott, monsieur le journaliste. Un boycott, c'est une abstention. Celui qui boycotte ne va pas sur le lieu de composition. Il reste chez lui. C'est ça le boycott. Mais comment se fait que tous ceux qui décident de boycotter demandent allons sur les lieux de composition? Oui, parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sincérité. Personne n'a confiance en l'autre. L'autre se dit si moi je reste à la maison, peut-être le responsable ira. Ce qui s'est même passé, beaucoup de responsables qui ont appelé au boycott dans une région X sont allés dans une région Y composée. Je vous donne un exemple. La veille de la composition, on a vu des personnes qui étaient à une plage. Ils se sont assis en cercle. Ils ont dit qu'ils ont fait un pacte de fidélité. Que tous doivent boycotter. Pour ne pas les composer. Pour ne pas les composer. Ils ont fait un pacte. Ils ont montré ça sur les réseaux sociaux. Mais le lendemain, il y en a qui étaient assis non loin de moi. Mais après, on va pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas d'amis à moi. C'est pas des gens que je connais. C'est des amis. Ils ont fait ça. Le vendredi, on a vu les images. Et ce n'est pas des gens avec qui je discute. Mais le lendemain, ils ont tenté effectivement de dissuader les camarades. Quand ça n'a pas marché, c'est les premiers qui étaient allés s'asseoir quand nous étions encore sur le balcon en train de discuter. Pour nous dire que cette affaire manque de sincérité. Et le syndicat aujourd'hui doit chercher toute méthode d'action. Cette action syndicale est en train de connaître ses limites. Et les personnes indiquées doivent proposer de nouvelles méthodes. Si vous faites un peu attention, si vous suivez l'actualité syndicale, vous allez voir que toutes les centrales sérieuses, je précise, toutes les centrales sérieuses qui ne confondent pas le syndicalisme à la politique, les formations ces dernières années, c'est comment faire pour trouver de nouvelles méthodes de lutte. Car, vous savez, les mutations dans le monde du travail, les mutations dans notre législation font que les anciennes pratiques de lutte syndicale ne peuvent plus être efficaces aujourd'hui. Nous définissons aujourd'hui de nouvelles méthodes. Et ces méthodes promettent. Et si beaucoup comprennent cette méthode, et si nous l'adoptons, je crois qu'on aura de meilleurs résultats que ceux qu'on avait eus. Ok. Oui, vas-y. Oui, avec vous, M. Nassounou, vous aviez parlé tout à l'heure de responsabilité. Ceux qui ont composé ont pris leur responsabilité, n'ont pas écouté une certaine centrale syndicale ou une autre, ont décidé de leur avenir. Mais en même temps, comme le dit M. Maouti, il y en avait qui étaient sur le terrain, appelant au boycott, qui peut-être se sont rendus compte que cette voie n'a pas porté, elle ne prospère pas, et qui sont devenus en même temps
des candidats sur le champ. Il y a des gens qui sont allés juste pour perturber. Lorsqu'on a décidé en toute responsabilité de ne pas composer, pourquoi empêcher son camarade de le faire? Oui, ça c'est l'hypocrisie de l'homme. Et l'hypocrisie parce que pendant longtemps, je voudrais revenir un peu sur ce que vient de dire M. Bassa. Oui. Alors, les travailleurs ne font plus confiance aux syndicats, surtout dans le monde de l'enseignement. C'est un mot, une phrase qui devient un peu plus récurrente. Les travailleurs ne font plus confiance aux syndicats. Le syndicalisme est-il en train de mourir? Oui, le syndicalisme n'est pas en train de... Je ne peux pas dire que le syndicalisme est en train de mourir. Le syndicalisme existe. Seulement, le mode de fonctionnement dans notre pays n'est pas l'idéal. Vous voyez, il y a eu, depuis quelques années, il y a eu des mouvements de grève. Mais ces mouvements-là ont abouti à quoi? Quel résultat? Ils n'ont jamais prospéré. Les mouvements de grève n'ont jamais prospéré. Pourtant, les enseignants, je prends le monde enseignant, les gens ont suivi les mouvements pendant longtemps. En restant chez eux, on a fait près de 3 mois de grève. Puis s'en fallait, l'année allait être blanche. Quel résultat? Ce pourquoi les enseignants sont allés en grève, ils ne l'ont pas obtenu. Et c'est à la dernière minute, les centrales, les responsables ont levé la motion. Et depuis ce temps, j'ai suivi pas mal d'enseignants. Peu importe la promotion, il ne s'agit pas seulement des reversés, mais presque tous les enseignants ont déchampé leurs responsables. Et c'est cette crise de confiance qui... C'est la résultante de cette crise de conscience et de confiance que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit, même si les centrales n'ont pas appelé, les 6 qui ont appelé à aller composer ne le faisaient pas, les enseignants iront composer. Parce qu'ils ont compris que leur avenir dépend d'eux-mêmes. Et la lutte, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Donc, l'effet des centrales, pour moi, ça n'a pas impacté, franchement. Monsieur Bassa, le syndicalisme est-il en train de disparaître? Je dis non, non et non, le syndicalisme ne meurt pas. Je l'avais dit, il y a une certaine manière de lutte. J'ai conduit une enquête, c'est même aujourd'hui que j'ai présenté les résultats de cette enquête à un séminaire où je suis, sur la perception du public sur l'action syndicale. C'est vrai. Le public a dit la même chose que mon collègue en face. Oui, c'est ça. Parce que nos méthodes de lutte, le syndicat n'agit que quand il y a crise. Mais c'est faux. Chaque jour, il y a des actions syndicales qui se mènent. Le syndicat ne meurt pas. Mais des méthodes de lutte sont mortes. Pendant longtemps, nous avons vu les syndicats comme des personnes qui savent crier, comme des personnes qui savent déranger. On avait exposé ce qu'on appelle les arguments de la force. On se souvient un peu de cette vague de responsables syndicaux par le passé qui avaient de la poigne, on va dire. Oui, c'est de la poigne, c'est comme ça. Mais c'était adapté à leur époque. Si ces mêmes reviennent aujourd'hui, ils utilisent cette méthode, ils n'auront pas gain de cause. L'argument de la force ne peut plus prévaloir aujourd'hui. Il faut maintenant la force des arguments pour avoir gain de cause. Le syndicalisme moderne n'a pas besoin de force. Sa force doit être intellectuelle. Les idées. Le syndicaliste est quelqu'un qui est à même de faire une démonstration sur le plan du droit. Le syndicaliste doit être capable de faire ce qu'on appelle une analyse budgétaire. Le syndicaliste doit être capable d'apprécier les évolutions sociologiques. Mais beaucoup se font appeler responsables syndicaux sans aucune formation, sans jamais avoir lu la Constitution, sans avoir lu le droit syndical, sans avoir lu les textes en vigueur dans notre République. Et c'est ça, c'est ce syndicalisme
qui est en train d'arriver qui a atteint son apogée, qui est en train de tomber progressivement, particulièrement face au gouvernement que nous avons. Un gouvernement qui a des méthodes tout à fait particulières, qui ne fait même plus attention au bruit. Vous pouvez crier du matin au soir. Ça ne dit rien à ce gouvernement. Alors, nous devons changer de méthode, trouver des voies et moyens adaptés pour pouvoir avoir gain de cause face à ces personnes. Pendant longtemps, lorsqu'on crie, on était face à un gouvernement où le populisme était une méthode d'action. Ceux-ci s'en moquent éperdument, ils s'en foutent s'ils ont 1% de taux d'amour de la population. De taux de popularité, c'est pas le plus important. Ça ne les regarde pas. Alors nous devons chercher des méthodes pour les contourner et avoir gain de cause. Donc ce syndicalisme existe. Je vous ai dit, chaque jour nous travaillons pour ça. Nous cherchons des voies et moyens. Nous cherchons des techniques nouvelles. Nous cherchons des méthodes adaptées pour avoir les mêmes résultats. Et l'avenir, je vous assure, il est prometteur. Oui, je reste avec vous, M. Bassa. On a entendu dire que certains de vos camarades ont été arrêtés parce qu'ils auraient troublé l'ordre public. Il y en a qui ont été déjà présentés au procureur, d'autres attendent bientôt. Et c'est vrai que nous avions parlé d'une évaluation, le gouvernement qui appelle les enseignants à venir se faire évaluer, mais en même temps, dans ce imbroglio, on en retrouve qui vont en prison. Oui, vous savez, je suis défenseur des travailleurs. Et comme me disent qu'un travailleur est en prison, ça m'interpelle et je ne cautionnerai pas ça. Je me suis dit, si l'enseignant, même s'il n'est pas allé composer, si on a pu l'empêcher de composer, l'idéal serait de lui permettre de rentrer chez lui. Mais l'enlever à ses parents, pour moi, défenseur des travailleurs, je ne suis pas d'accord. Surtout que je n'ai pas vu les conditions dans lesquelles on l'a arrêté. Je suis défenseur des travailleurs, je ne cautionne pas, je ne peux pas encourager qu'on mette des camarades en prison pour des fautes mineures en griffe. Parce qu'ils ont tenté d'exprimer leur désapprobation par rapport à une situation. Si on a pu les empêcher de nier, il faut les laisser rentrer chez eux. C'est ce que je pense. Oui, sur ce fait, on va laisser la justice faire le cours de son travail. Des enseignants, des responsables, des pères de famille, je vais dire, qui sèment le trou dans un centre de composition et qui se font attraper par la police. Pour certains, iront en prison. Qu'est-ce que ça fait? Bon, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, vous l'aviez dit tout à l'heure, nous sommes face à un nouveau gouvernement qui applique de façon rigoureuse, on va dire, les textes. Oui, je pense que je vais toujours revenir sur ce que j'avais dit. C'est un choix. Vous avez décidé de ne pas composer. Pourquoi empêcher les autres? Et je voudrais citer un philosophe qui disait « Ma liberté de balancer mon poing s'arrête là où commence le nez de l'autre. » Si certains ont décidé de boycotter, certains ont décidé de ne pas composer, il ne faudrait pas empêcher ceux-là qui veulent composer d'y aller. Et moi, ce qui est même ahurissant, le fait est devenu récurrent maintenant, c'est que pour les mouvements, pour empêcher les gens, on barricade l'entrée des lieux de composition avec des gris-gris, bon, avec des fétiches. Je me dis, bon, ça c'est aussi un moyen de lutte. Moi, je ne sais pas. Là, sur ce plan, je pense, c'est vrai, je voudrais rejoindre mon vis-à-vis, mais il faudrait que les gens fassent preuve de sagesse. Si la communication ou dissuader les collègues à aller composer n'a pas marché, qu'ils laissent les gens et qu'eux-mêmes ils restent chez eux. Force doit rester à la loi. Oui. De cette évaluation, il est prévu une seconde session. C'est vrai que vous aviez fini de composer. C'est quoi la suite? Et la suite, je ne parle pas ici en tant que membre du gouvernement. Oui. La suite qui est prévue, c'est qu'il y aura correction, il y aurait délibération. Tous ceux qui auraient eu au moins 10 sur 20 seront des agents, des fonctionnaires de l'État. Les autres seraient maintenus dans leur statut actuel. Pendant 9 mois, ils seront dans leur salle de classe. Ils vont suivre des formations modulaires. Ils seront suivis par des inspecteurs
et conseillers pédagogiques. 9 mois après, et les inspecteurs et conseillers pédagogiques leur attribueront des notes. 9 mois après, ils subiront une évaluation de même nature que ce qu'ils viennent de faire. Et ceux qui auraient eu 10 sur 20 seraient maintenus agents contractuels de l'État. Les autres, on leur trouverait d'autres avec leur accord. Les précisions sont importantes. Ça, c'est ce que je dis, être dans un relevé de conclusion. On va les réorienter, mais avec leur accord. Avec leur accord. Il n'y aurait pas d'imposition avec leur accord dans d'autres secteurs. Mais les exemples que le ministre de l'enseignement primaire a donnés, ce ne serait pas loin du système éducatif. Parce que j'ai vu d'autres disent qu'ils iront à la douane, aux impôts, nulle part. Si c'était proposé à quelqu'un, je serais peut-être le premier. Je n'irai même pas. J'irai à l'évaluation pour avoir 1 sur 20, m'arranger de pouvoir être aller aux impôts. C'est pas si facile. Pour dire que ils seront dans un secteur pas loin de l'éducation, avec leur accord. Donc c'est ce qui est prévu. Je parle de ce qui est lu, de ce qui est écrit. Je ne parle pas en tant que membre du gouvernement. Je n'en ai même pas qualité. Alors nous, syndicalistes, nous devons suivre l'exécution de ce plan. Je veux compter déjà sur vous, journalistes, à chaque étape, de voir et de dire aux populations, est-ce que le gouvernement respecte son engagement? Si nous avons appelé les camarades à les composer, c'est pas pour justifier que nous donnons une carte blanche au gouvernement. Nous sommes toujours prudents, nous sommes méfiants, nous sommes regardants de chaque détail. Quelqu'un a dit que la ruse est un système de gestion. Nous sommes toujours prêts, nous analysons, nous suivons. Ne faisons pas de procès d'intention. En tant que syndicaliste, j'ai une certaine obligation de présomption de bonne foi à la partie gouvernementale. C'est un devoir de syndicaliste. Même pas pour ça, je lui donne un blanc-seing. Non. Nous sommes regardants, nous suivons. Et c'est ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Et ça doit être respecté avec le soutien de toute la communauté. Car lorsque le plan s'est posé, le gouvernement a informé tout le peuple. Et tout le peuple est au courant. Il ne faudrait pas que demain, quelque chose soit fait contraire à ce qui a été prévu. C'est vrai, M. Niassou, nous sommes dans les tests, mais au-delà, on dit souvent que le bon père de famille, c'est en même temps la chicotte et la carotte. C'est vrai qu'il y en a qui ont été trompés, il y en a qui ont été jusqu'au boutiste. Il y a une deuxième session pour ceux qui pourront présenter des preuves de leur indisponibilité, des preuves réelles. Mais est-ce qu'il ne faille pas donner une nouvelle chance à ces personnes qui en temps ont été naïfs? Oui, une nouvelle chance de la part du gouvernement. C'est la preuve déjà que le gouvernement joue sa partition. Moi, quand j'ai appris que, il semble que la session est prévue pour le 7, le 7 septembre, c'est déjà une occasion pour ceux-là qui n'ont pas pu composer le 24 dernier. Bon, ça c'est une question de négociation. Qu'on laisse tomber même les papiers justificatifs pour permettre et autoriser à tous ceux-là qui n'ont pas composé de venir composer. Après cela, si quelqu'un ne compose pas, bon, il aurait aussi choisi. Mais moi, l'appel que je voudrais lancer au ministre et au gouvernement, c'est que qu'on laisse les papiers justificatifs de côté et qu'on accorde cette deuxième chance-là à tous les enseignants de cette promotion. Parce que l'objectif, c'est de les évaluer. Ce n'est pas exclure les gens. Donc, il faudrait leur permettre de venir composer. L'objectif, c'est de ne pas exclure les gens. C'était ce dont avaient peur beaucoup d'entre ces enseignants concernés. Aujourd'hui, une nouvelle chance. Est-ce qu'il faille le leur donner? Oui, je crois que, comme je vous l'ai dit, je suis défenseur des travailleurs. Chaque fois lorsque un seul travailleur perd son emploi, ça m'interpelle. Alors, je rejoins M. Niassou pour dire de permettre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de plaidoyer dans ce sens, pour permettre à tout le monde,
participer à l'évaluation de cette... Oui, en parlant de plaidoyer, elle s'est dit que les centrales syndicales qui avaient appelé les enseignants à les composer ont déjà entrepris des démarches. Si oui, lesquelles déjà? Absolument, je crois que je ne dirai pas ici qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, mais rassurez-vous, chaque jour que Dieu fait, des gens sont en train de plaider pour permettre à tout le monde de composer. Je vous ai dit, beaucoup aujourd'hui regrettent, beaucoup aujourd'hui demandent clémence. Car ceux qui les ont conduits, ceux qui étaient devant ces mouvements, beaucoup sont allés composer. Les autres ne sont que des victimes. Moi, je connais quelqu'un, son responsable syndical, qui l'a convaincu à composer, mais lui n'a pas suivi. Lui, il est resté à la maison. Et c'est malgré que le responsable syndical... le responsable ne l'a pas informé avant de rentrer en salle. C'est après qu'il a su que le responsable était entré en salle. C'était trop tard. C'était trop tard. Donc ceux-là, lui donner une deuxième chance, ce n'est pas mauvais. Dieu même ne veut pas la mort du pécheur, je pense. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Je voudrais même ajouter que certains peut-être n'ont pas pu composer parce qu'il y avait des fétiches devant l'entrée des centres de composition. Et Dieu seul sait. Il y en a qui ont sérieusement peur parce qu'ils ne savent pas de quoi ces fétiches-là sont faits. Donc pour ces gens-là, au nom de ces gens-là, on peut vraiment accorder une nouvelle chance à tous ceux-là qui n'avaient pas composé. En parlant de peur, ça peut s'expliquer parce qu'on a vu dans des centres où d'autres enseignants ont complètement quitté leur localité pour venir juste composer. Oui, évidemment, parce que cette chance est donnée d'abord pour ceux qui étaient en vacances, parce que d'autres ont estimé qu'ils sont en vacances loin de leur lieu de travail. Il leur serait difficile de faire un aller-retour. L'organisation, l'office de bac, a trouvé un dispositif leur permettant de composer hors leur lieu de travail. Et ceux-là ont composé, mais d'autres personnes ont profité, qui ont créé tout le temps boycott dans leur localité, sont allés se cacher ailleurs pour composer. Donc, vu tout ça, il est normal, il est bien qu'on permette à tout le monde de participer à la session de remplacement. Je crois que c'est ça qui est bien. On va permettre à tout le monde de participer à la session de remplacement. Le thème ce soir, c'est évaluation du 24 août 2019, plus de peur que de mal. Et quand on sait que tout ce qui a été entrepris par le gouvernement ces derniers jours, notamment l'évaluation des aspirants à la fonction d'enseignant, l'évaluation de cette promotion des enseignants reversée de 2008, tout ceci entre dans le cadre des préparatifs de la rentrée 2019-2020. Nous sommes pratiquement à 2 semaines de cette rentrée. Monsieur Nyansounou, est-ce que vous pensez ou vous croyez que ce cap de 2 semaines pourra respecter, pourra servir à mettre les petits plats dans les grands afin que ces enseignants en évaluation puissent intégrer les salles de cours? Oui, assurément. Le gouvernement a son plan. C'est un chronogramme bien établi, bien défini. Et je pense que si j'ai bonne mémoire, d'ici 10 jours, on aura les résultats. Donc le gouvernement est dans sa logique. Tout est déjà préparé. Et pour la rentrée, je ne vois pas en quoi l'évaluation pourrait perturber la reprise des classes. Donc, rien ne peut empêcher, tout ira bien, je pense. Oui, monsieur Bassa. Évidemment, actuellement se tient à Boycon le conseil sectoriel pour le dialogue social. Et l'un des points inscrits à l'ordre du jour de ce conseil, c'est la préparation de la rentrée scolaire 2019-2020. Je crois que ce n'est pas été, mais le retour que j'ai reçu, c'est que tout se met en place pour qu'il y ait une rentrée calme, sans problème. Je dis, les propos du gouvernement sont les propos du gouvernement. Mais je me dis que les préparatifs se font quand même pour avoir une bonne rentrée. Oui, monsieur Bassa, de votre posture d'enseignant, de citoyen béninois, au vu de tout ce que le gouvernement a entrepris, comment entrevoyez-vous la rentrée 2019-2020? Je n'ai rien vu de particulier que le gouvernement aurait entrepris pour la rentrée prochaine. Ça va être une rentrée comme tout autre. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas quelque chose pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Oui, encore que les conditions de travail dont vous parlez, on le sait, le gouvernement, en parlant des
ACE, on s'en est pas encore pris aux APE, mais c'est dans la logique d'amélioration des conditions et d'encadrement de cette fonction de ces ACE pour leur trouver un nouveau statut où ils seront beaucoup plus à l'aise, que ces évaluations étaient organisées. Vous savez, ce que vous dites, c'est encore des promesses. Nous voulons des actions, nous voulons des résultats. Car ce que nous avons subi pendant un mois, c'est pas facile pour des enseignants. Pour des personnes, je sais, ça n'a pas été facile pendant un mois. Et si le gouvernement va faire subir ça à des personnes qui sont dans une période de repos, qui sont dans une période de reconstruction, de déstress, de se déstresser, qu'on subisse ça, ce n'est pas bien. Oui, est-ce que là, c'est le gouvernement qui vous le fait subir? Le gouvernement a juste dit, je vous évalue, voici la date de l'évaluation. Les conditions n'ont pas été bonnes. Et la communication n'a pas été bonne. Le choc, j'étais dans votre studio 2 jours après la rencontre avec le chef de l'État. Le choc que nous avions reçu était trop. Il y avait peut-être une manière plus élégante d'organiser la même chose avec les mêmes résultats. Mais la communication n'a pas été bonne. C'est ça qui a occasionné tout ce que vous avez vu. Aujourd'hui, lorsqu'on discute sans passion avec même ceux qui ont appelé au boycott, ils sont d'accord, mais se dit c'est la manière dont les choses étaient organisées qui lui a fait peur. Donc aujourd'hui, le gouvernement a le devoir de rassurer. Le gouvernement a le devoir de dire que nous sommes dans le même objectif. L'objectif d'améliorer les conditions de travail, de vie des enseignants. Car avant même les évaluations, nous avions des problèmes. Les problèmes de carrière sont là. Les problèmes de retour à l'école normale sont là. Les problèmes des personnes, vous imaginez, des personnes ont été à l'école normale. Ils ont fait des examens depuis plus d'1 an. Ils n'ont pas les résultats. Des gens ont 2 à 3 échelons qu'on ne leur a pas payé des rappels sur plusieurs années. 4 ans, 6 ans, 8 ans. Nous avons nos problèmes. Et ceci est venu encore augmenter le niveau de stress. Je crois que pour un enseignant ne mérite pas ça. Le travail de l'enseignant est très délicat, très difficile pour augmenter ce taux de stress. Je crois que nous ne méritons pas et il faut que les autres années, que d'autres réformes dans ce secteur soient minutieusement préparées pour ne plus mettre l'enseignant dans ce stress. Finalement, je vous assure, aussi bien ceux qui ont composé que ceux que j'espère qu'ils vont composer, personne n'a gagné dans cette situation. Personne. Même agents, fonctionnaires d'État dont vous parlez, lisez aujourd'hui les tests. Il n'y a plus une grande différence entre le fonctionnaire d'État et l'agent contractuel de l'État. Non, il n'y a plus de différence. C'est la même grille salariale. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'on va gagner. Mais ce qu'on a subi, c'est trop. Et personne ne mérite ça, je pense. Monsieur Nassouno, juste un dernier mot quand nous sortons de cette émission. Merci. Je voudrais, pour finir, inviter quand même le gouvernement à tenir parole. Exhorter également le gouvernement à prendre en considération les doléances des enseignants. Le métier d'enseignant n'est pas un métier facile. Pas du tout. Et il va falloir, si les enseignants ont pu subir tout ce qui s'est passé, il va falloir véritablement penser à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Quant aux enseignants qui hésitent encore, je lance un appel pour que le 7 qu'ils aillent composer. Surtout d'abord que, espérons que le gouvernement accepte ce plaidoyer qui consiste à autoriser tous ceux-là qui n'ont pas pu composer le 24 août passé à composer le 7. Donc que ceux-là saisissent cette opportunité pour aller composer. C'est un appel de votre part à vous, juste en quelques secondes. Je dis que le chef de l'État a promis d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. À quelques mois de la fin de son mandat, rien n'a été fait. Je suppose que c'est un homme de parole. Nous espérons encore qu'il va tenir parole et qu'il améliore les situations, les conditions de travail, de vie des enseignants. Ce sera au bonheur de tout le monde et surtout au bonheur de l'école. Les derniers résultats prouvent que lorsque l'enseignant est décidé, il va loin. Il fait même plus que ce qu'on espère de lui. Que le chef de l'État nous entende
et qu'ils nous mettent à l'épreuve. Et finalement, personne ne sera déçu, je l'espère. Merci. Ce sont des paroles qui viennent du cœur d'un enseignant, du cœur d'un syndicaliste, du cœur d'un citoyen béninois qui n'a autre souci que le bien-être de ses compères, le bien-être de ses concitoyens. Amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission de mercredi politique. Merci à mes invités, merci à M. Niassounou, merci à M. Bassa, merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, merci à vous téléspectateurs. Prenez le prochain rendez-vous.